La philosophie occidentale nous a vendu l'idée que la raison est le guide ultime vers la vérité. Mais si c'était un gros mensonge? Depuis Socrate, on nous a appris à justifier chaque pensée, chaque geste, chaque souffle comme si la vie était un tribunal où tout doit être défendu. Nietzsche, lui, a vu clair dans ce jeu. Pour lui, cette obsession de tout rationaliser ne nous a pas rendus plus sages, elle nous a rendus plus faibles, plus hésitants. On a perdu l'audace d'agir sans réfléchir, de faire confiance à ce qui brûle dans notre poitrine, d'exister sans devoir présenter un permis. Et cette faiblesse, disait-il, nous a précipités dans un gouffre de décadence. Alors, que se passe-t-il quand une civilisation troque le courage contre des bavardages sans fin? Pensez aux anciens Athéniens, ces hommes qui se tenaient avec une présence inébranlable. Dès qu'ils ont ressenti le besoin d'expliquer leur grandeur, quelque chose s'est brisé. Le doute s'est glissé en eux. Quand l'art a commencé à exiger un pourquoi, pour chaque coup de pinceau ou chaque note, il a perdu cette étincelle brute dans son âme. Et quand les impuissants ont inventé une morale pour tenir les puissants en laisse, l'excellence est devenue un péché. L'homme moderne est tombé dans le même piège, il a accepté que chaque choix nécessite un tampon rationnel. Et voilà, il s'est enfermé dans sa propre tête. Nietzsche croyait qu'il y avait une sortie à ce labyrinthe, mais seulement si on abandonnait les chaînes de la logique absolue pour se reconnecter au pouls de la vie. Vous voulez en savoir plus? Mettez un pouce bleu et laissez un commentaire avec vos réflexions. Pour lui, la morale des faibles n'est pas une loi universelle, c'est juste un stratagème malin pour freiner ceux qui brillent. Il fallait jeter cette habitude de se justifier et prendre les rênes de notre propre existence. Après tout, le monde appartient à ceux qui ne demandent pas la permission de respirer. Dans cette vidéo, on va plonger dans les raisons pour lesquelles Nietzsche voyait la raison comme un piège, pas comme un salut. Il pensait que la dialectique, ce jeu raffiné d'arguments, n'était pas le sommet de la pensée humaine. C'était plutôt l'arme secrète des impuissants pour faire tomber les audacieux. L'instinct nous jette dans la bataille. La raison nous retient, nous fait douter, découpe la réalité en morceaux sans vie. Un guerrier ne s'arrête pas en plein combat pour expliquer pourquoi il brandit son épée ou il frappe. Point final. Mais le philosophe flétri, trop effrayé pour avancer, se cache derrière de jolis mots pour masquer son immobilité. Le problème, disait Nietzsche, c'est que la raison est devenue un moyen de dire non à la vie. Ces penseurs d'autrefois, obsédés par ranger tout dans des petites théories bien nettes, se sont éloignés de ce qui compte vraiment, cette pulsion brute qui nous pousse en avant, cette soif de dépasser, ce rugissement créatif qui ne s'explique pas, il agit, c'est tout. Le rationalisme nous a transformés en spectateurs de notre propre histoire, toujours à analyser, rarement à vivre. Au lieu de construire quelque chose d'immense, on le démonte. Au lieu de crier « oui » à l'existence, on passe notre temps à chipoter. Cet excès de logique, pour Nietzsche, a été la première brique de notre chute. Il voyait les disputes comme un jouet pour les faibles, un moyen d'embrouiller les forts dans la confusion. Un vrai homme agit sans cligner des yeux, le faible se perd dans des discours et des ruses verbales. On peut voir ça en politique, en religion, même dans les petites conversations quotidiennes. Celui qui maîtrise les mots fait souvent trébucher ceux qui se fient à leur instinct. La raison, censée être notre allié, est devenue une cage qui enferme la volonté pure. Imaginez la différence entre un artiste et un gratte-papier. L'artiste laisse son âme guider le pinceau, crée quelque chose d'inédit sans devoir d'explication à quiconque. Le gratte-papier, lui, pauvre bougre, s'appuie sur des règles, des tampons et des excuses juste pour se lever le matin. Nietzsche disait que la culture occidentale était devenue une usine de cerveau bureaucratique, où l'instinct et l'improvisation sont écrasés sous une montagne de « pourquoi ». La philosophie de Socrate, selon lui, a déclenché cette chute. À l'époque, les Grecs étaient pleins de feugue beauté, force, intuition. Puis Socrate est arrivé avec son obsession dialectique, et la vie s'est transformée en puzzle de mots.
Ce blabla incessant sur ce qui est juste, injuste, bien ou mal n'a pas seulement figé les gens, il a brouillé les valeurs naturelles de l'existence. Trop réfléchir a surpassé l'action, et ça a brisé ce qui nous rendait humains. Nietzsche voyait le même écho à notre époque. On idolâtre le cerveau et on met l'expérience brute de côté, donnant naissance à une société de spectateurs, pas d'acteurs. Trop d'analyse a étouffé la flamme de la grandeur, nous laissant avec une poignée d'explications ternes. Regardez l'art moderne. Certains créateurs ne mettent pas leur âme à nu, ils écrivent des essais pour le justifier. La créativité est devenue otage de la théorie. Mais la vie n'est pas un manuel, elle est faite pour être vécue, pas à noter. Un homme qui vaut quelque chose ne gaspille pas son énergie à convaincre les autres de sa valeur, il la prouve par ses actes. Un vrai créateur ne défend pas son œuvre, il la jette dans le monde et la laisse parler. Nietzsche croyait que se libérer de cette logique étouffante était le seul moyen de ramener le pouls brut de l'existence. Il n'était pas contre l'intelligence, il était contre cette raison qui paralyse l'action. La philosophie, pour lui, devait être un cri de guerre de la force, pas une cachette douillette pour ceux qui ont peur de vivre. La vraie sagesse vit dans le flux de la vie, pas dans l'immobilité des idées. Pour comprendre ça, il faut remonter à celui qui a lancé ce train de la raison et fait basculer l'Occident dans un fossé de faiblesse, Socrate. Nietzsche le désignait comme le méchant. Alors que beaucoup le célèbrent comme le père de la pensée rationnelle, Nietzsche le voyait comme le fossoyeur de l'esprit grec. Avant Socrate, la culture grecque était une flamme pure, art, puissance, instinct. Puis il a débarqué avec ses jeux de mots, et la vie est devenue un club de débat. Socrate pensait que la raison ouvrait l'univers, mais Nietzsche appelait ça de la lâcheté déguisée. Tout expliquer, enfermer chaque morceau d'existence dans un argument bien propre, a tué l'étincelle naturelle des Grecs. L'instinct, jadis doré, a été jeté aux ordures, et le monde a commencé à tourner autour de querelles interminables. Une culture de guerriers et de rêveurs s'est transformée en repère de sceptiques et de bavards. Les Grecs d'autrefois, les nobles, n'avaient pas besoin d'essais pour justifier leurs exploits, ils vivaient avec une faim, poursuivaient ce qu'ils voulaient, bâtissaient des empires sans rien prouver à personne. Puis Socrate a frappé, et la fièvre du débat a pris le dessus. L'homme a cessé d'agir pour se mettre à trop penser, et dans ce changement, il a perdu son tranchant. Le doute est devenu roi, et le doute a engendré la stagnation. Pour Nietzsche, Socrate était le symbole des faibles surpassant les forts. Il ne venait pas de la plénitude de la vie, il venait de sa propre misère, laid, pauvre, sans éclat. Alors il a renversé les valeurs et donné aux impuissants une arme, l'argumentation. Tu ne peux pas te battre? Parle. Tu ne peux pas gagner? Embrouille. C'est ainsi qu'est née cette culture de la justification, qu'on traîne encore aujourd'hui. La chute des Grecs a commencé là, avec cet échange insensé. Au lieu de célébrer la force et la vie, la philosophie est devenue une machine à questions. L'instinct est devenu bestial, la pensée abstraite a pris le trône, et la grandeur a été jetée au rebut au nom de la raison. Ça ne s'est pas arrêté à la philosophie, ça a contaminé l'art, la politique, même notre façon de prier. Socrate a ouvert la porte à un monde où tout doit être prouvé, et dans ce jeu, on a perdu beaucoup de ce qui valait la peine d'être gardé. Imaginez un guerrier s'arrêtant en plein combat pour expliquer pourquoi il est là ou pendant qu'il parle, il est mort. C'est la blague cruelle de l'héritage socratique. En cherchant la clarté pour tout, il a affaibli ce qui nous maintenait vivants. Si tu justifies sans cesse, tu ne vis pas que tu expliques. Peu à peu, on s'est éloigné du jus brut qui alimentait les anciens Grecs. Nietzsche disait que l'Occident ne s'était jamais relevé de ce coup. Ce besoin de donner un sens à tout est devenu une addiction, et la quête d'une vérité parfaite a tué la liberté d'être, simplement. Le monde moderne, enfant de Socrate, est une toile d'explication où rien ne se passe sans une bonne raison. Mais la vie n'attend pas que tu trouves le mode d'emploi, elle avance, que tu comprennes ou pas. Et après Socrate, le coup de grâce est tombé, la tyrannie de la logique.
Ce qui avait commencé comme une idée est devenu une prison. La révolution rationaliste a jeté l'intuition et l'instinct à la poubelle et a construit un empire où seul ce qui est mesurable compte. Une philosophie est devenue un dogme, et ce dogme a façonné le monde qu'on connaît. Tout doit passer le test de la raison, si ça ne rentre pas dans une feuille de calcul, c'est comme si ça n'existait pas. Cette mentalité a tué l'espace pour le ressenti, l'action brute, le saut dans le noir. L'homme est devenu l'esclave de la logique, oubliant que la vie est plus qu'un problème mathématique. Pour Nietzsche, c'était une énorme erreur. L'intuition a toujours été la boussole des grands. Les conquérants, les artistes, les révolutionnaires, ils ne sont pas arrivés là en analysant chaque pas, ils ont senti le chemin et l'ont pris. Alexandre le Grand ne s'asseyait pas pour débattre de ses rêves, il marchait et prenait ce qui était à lui. Mais la révolution socratique a mis un frein à ça. Elle a bâti un système où seul ce qui est expliqué vaut. Le hic, c'est que la raison seule ne peut pas gérer le désordre de la vie. Certaines choses, l'amour, l'inspiration, ce feu qui te pousse, ne rentrent pas dans un argument. Un artiste ne peint pas parce qu'il a résolu une équation, il peint parce qu'il ressent. Un coureur n'explique pas pourquoi il court, il franchit la ligne. Terminé. Nietzsche criait que survaloriser la logique nous laisse coincer. Si tu attends une preuve, tu ne plonges pas. La culture occidentale, folle d'explications, est devenue une machine à justification. Chaque mouvement doit être validé, chaque choix débattu. Ça a engendré une foule de gens incertains qui ne bougent pas sans un feu vert extérieur. On a arrêté d'écouter ce qui vient de l'intérieur pour s'appuyer sur des livres, des gourous et des études pour décider même de ce qu'on mange à midi. La spontanéité est pour les fous maintenant. Nietzsche voyait ça comme un signe qu'on pourrit. Les gens d'autrefois n'avaient pas besoin d'un PowerPoint pour vivre à fond, ils se battaient, créaient, fêtaient sans se demander si ça avait du sens. L'homme d'aujourd'hui est empêtré dans un fouillis de pourquoi. La vie a-t-elle vraiment besoin d'une raison pour valoir quelque chose? Ou cette chasse effrénée aux réponses nous a-t-elle fait oublier comment exister? L'intuition et l'instinct ne sont pas les ennemis du cerveau, ce sont des façons différentes de savoir. Les plus grandes victoires de l'histoire sont venues de coups de génie, pas de dissections interminables. Einstein disait que ses idées naissaient d'images, de sensations, avant de devenir des maths. La science, l'art, le monde tel qu'on le connaît, tout ça repose sur quelque chose au-delà de la logique. Alors pourquoi continuons-nous à tout miser sur la raison? Cette dictature de la logique nous a enfermés dans une boucle de suranalyse et d'inaction. La vie n'attend pas l'excuse parfaite, elle arrive. Et ceux qui apprennent à faire confiance à leur jus intérieur puisent dans une puissance que les accros à la logique ne toucheront jamais. La grandeur appartient à ceux qui agissent sans mendier un feu vert. Dans l'histoire, les nobles Athéniens étaient comme ça ou des hommes d'action, portés par les tripes et le courage, pas besoin de s'expliquer. Ils façonnaient le monde sans cligner des yeux, fidèles à ce qu'ils étaient. Puis Socrate a débarqué, exigeant que tout soit exposé et décortiqué. Ça a ébranlé les Athéniens. Imaginez un lion convaincu de se demander si chasser est éthique, pendant qu'il réfléchit, il meurt de faim. Nietzsche voyait Socrate comme celui qui a vendu la vitalité grecque. Avant lui, les héros étaient loués pour ce qu'ils faisaient, pas pour ce qu'ils disaient. Avec la dialectique, les mots ont surpassé les actes. Les forts ont commencé à être embrouillés par les faibles, qui maniaient la parole comme une lame. Un monde de guerriers et de rêveurs s'est transformé en scène pour sceptiques et prêcheurs. L'instinct, autrefois roi, a été rétrogradé au rang de bête, et la raison a pris le trône. Mais trop réfléchir n'est-il pas juste un moyen chic de cacher sa faiblesse? Si tu dois expliquer chaque souffle, peut-être que tu as juste peur de prendre le suivant. Ce combat entre faire et réfléchir n'est pas resté à Athènes, il est ici, maintenant. Combien de fois as-tu gelé parce que tu as trop pensé? Combien d'opportunités t'ont échappé parce que tu voulais toutes les réponses d'abord? Le monde est plein de gens coincés dans une paralysie d'analyse pendant que les gagnants suivent leur flair.
Les gros joueurs ne se noient pas dans le doute, ils décident et avancent. Nietzsche disait que trop de réflexion est un poison qui ronge la grandeur. Les Athéniens agissaient, les Socratiques parlaient. Ce changement de vitesse a fait dégringoler les Grecs, et on suit la même pente. La peur de se tromper, le besoin de prouver chaque pas, cette manie de tout justifier, ce sont tous des signes d'une société qui a perdu foi en son propre instinct. Mais il y a un moment où trop réfléchir devient plus risqué que de plonger sans voir. L'histoire montre que les empires ne naissent pas de l'hésitation, ils naissent du cran. Alexandre, César, Napoléon, aucun d'eux ne s'asseyait pour débattre s'ils avaient raison. Ils y allaient. De nos jours, on acclame les critiques, pas les bâtisseurs. L'ambiance socratique retient encore ceux qui pourraient renverser la table. Mais tout le monde n'a pas mordu à l'hameçon. Certaines cultures et individus ont gardé l'action au-dessus du blabla. Prenez le dialogue de Mélo, pendant la guerre du Péloponnèse. Les Athéniens ont affronté les Méliens, qui refusaient de plier. Dans l'affrontement, Athènes n'a pas perdu de temps avec des discours sur la justice ou la morale, ils ont apporté la puissance brute. Les forts font ce qu'ils veulent, les faibles prennent ce qu'ils doivent, ont-ils dit. C'est la pensée présocratique en pleine face. La réalité n'a pas besoin de discours, elle frappe. Les Méliens se sont accrochés à de jolies idées de droit et d'éthique, mais ils ont été écrasés. Pour Nietzsche, c'est la ligne entre ceux qui dominent et ceux qui rêvent d'équité. Les Athéniens ne perdaient pas leur souffle à défendre leur coup, ils le portaient. Les Méliens, sans muscles, s'appuyaient sur des mots, mais l'histoire se fiche des discours, elle s'incline devant le pouvoir. Le monde est à ceux qui ne s'excusent pas d'être là. On le voit aujourd'hui, combien d'impuissants se cachent derrière des plaintes pendant que les gagnants n'expliquent pas, ils avancent. L'ouvrier qui maudit le système mais ne bouge pas est un Mélien moderne. Les changeurs de jeu ne demandent pas, ils prennent. Le face-à-face de Mélo nous jette une vérité au visage qu'on fait semblant de ne pas voir. L'histoire est écrite par les vainqueurs, pas par les pleurnichards. Nietzsche disait que l'Occident avait perdu cette clarté, aveuglé par des justifications qui maquillent le tranchant brut de la vie. On invente des contes sur l'égalité et le mérite, mais au fond, le pouvoir décide. Les grands ne sont pas les plus gentils ou les meilleurs orateurs, ce sont ceux qui agissent sans sourciller. C'est pourquoi tant de faiseurs d'histoire étaient des conquérants, pas des penseurs. Vous aimez cette idée ? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Si le monde tourne sur la force, pas sur la raison, qu'est-ce que ça dit de nous ? Nietzsche estimait que la morale traditionnelle, ou tout ce discours sur la compassion et la justice, n'était qu'une arnaque des faibles pour tenir les forts en laisse. Il la divisait en deux, celle des seigneurs, pure vie et création, et celle des esclaves, toutes de ressentiment et d'envie. Les seigneurs n'expliquent pas leur grandeur, ils la vivent. Les esclaves fabriquent des règles pour tirer les autres vers le bas. Regardez autour de vous, l'ambition devient un défaut, le succès attire les critiques. C'est la morale des esclaves à l'œuvre, essayant d'aplatir tout le monde au même niveau bas. Nietzsche désignait le christianisme comme le grand symbole de ça. Une morale qui élève la faiblesse, l'humilité, la souffrance silencieuse, tout en jetant l'ombre sur le courage et la puissance. C'est l'amertume des ternes qui tente d'éteindre les brillants. On le voit partout. Au travail, le type moyen critique le patron compétent par jalousie cachée. En art, les sans-talents raillent les génies parce qu'ils ne supportent pas leur éclat. La morale des esclaves veut punir les exceptionnels et bénir les médiocres. Nietzsche disait non à ça. Le monde n'a pas besoin de plus de pleurnicherie, il a besoin de gens qui vivent fort et fièrement, sans culpabilité d'être grand. Un homme qui connaît sa valeur ne perd pas son temps à flatter les aigris, il trace son chemin et l'assume. C'est la différence entre construire et détruire, le Seigneur bâtit quelque chose d'énorme, l'esclave essaie de démolir ce qu'il ne peut atteindre. Pour Nietzsche, vivre vraiment, c'est adopter la morale des seigneurs, lâcher la rancune et se tenir debout. Ce renversement n'a pas touché que la morale, il a saisi la culture, l'art, notre façon de voir tout.
Prenez le théâtre grec. Avant Socrate, les tragédies d'Échille et Sophocle jetaient les luttes humaines sur scène où gloire, douleur, tout brut, sans mode d'emploi. Puis Euripide, imprégné du poison socratique, a changé la donne. La tragédie est devenue une leçon, les personnages ont commencé à expliquer chaque pas. Le choc s'est perdu ou la vie a cessé d'être ressentie pour devenir une dissertation. Nietzsche y voyait un glas. L'art doit vibrer, pas expliquer. Cette overdose de logique a tué ce qui le rendait vivant. On le voit à travers les âges, musique, peinture, livre. Quand la raison prend trop de place, l'instinct sort par la porte de derrière. L'art est fait pour vivre, pas pour être disséqué. Mais depuis Socrate, on nous a câblés pour exiger un « pourquoi » à tout, comme si la valeur était dans l'explication, pas dans l'élan. Ce virus socratique s'est répandu en silence mais a fait des ravages. Aujourd'hui, des critiques déchiquettent une œuvre jusqu'à n'en laisser que des os secs. Nietzsche détestait ça parce que l'art reflète la vie, et la vie n'a pas besoin d'un diaporama pour être géniale. Euripide, pour lui, était celui qui a troqué le ressenti pour une conférence. Avant, la tragédie te prenait aux tripes, après, elle te renvoyait chez toi à ruminer. C'est dans les films, les livres d'aujourd'hui, des auteurs surexpliquent chaque virgule, tuant le mystère. Nietzsche aurait craché sur cette surréflexion. L'art vrai te remue, ne te donne pas un résumé. Quand un artiste se soucie plus de justifier que de créer, c'est fini. Mais cette folie des explications ne s'est pas arrêtée à l'art, elle a tout envahi. L'Occident n'a pas juste appris à rationaliser chaque bout de vie, il en est devenu accro. Depuis Socrate, rien ne passe sans un « pourquoi » bien ficelé. Chaque sentiment, chaque impulsion, chaque mouvement a besoin d'un tampon intellectuel pour compter. Nietzsche y voyait le fond du baril. L'homme moderne ne vit pas, il explique pourquoi il vit. Il n'agit pas parce qu'il veut, il agit parce qu'il trouve une raison pour se convaincre. C'est partout. On tourne autour d'un choix 1000 fois, terrifié de faire un faux pas. L'intuition est pour les fous, et improviser est un pari que personne ne prend. Ça a créé un monde d'hésitants qui ne font pas confiance à leur propre nez sans une théorie pour leur tenir la main. Nietzsche appelait ça de la faiblesse à plein poumon. Un homme qui vaut quelque chose n'a pas besoin d'un « d'accord » extérieur, il avance, point. Il ne prouve pas qu'il a raison parce qu'être lui suffit. Le faible court après des arguments pour se sentir vivant, il ne vit pas par choix, il vit par excuse. Cette logique nous a rendus mous, tremblants, pétrifiés de rater sans avoir toutes les réponses. Mais les meilleurs coups de la vie viennent des tripes, pas de la tête qui tourne en rond. Ceux qui se sont lancés sans carte le savent. La vie, c'est maintenant, pas après avoir tout compris. Pourtant, le monde d'aujourd'hui exige que chaque pas vienne avec un manuel. Le succès ne vaut que s'il est juste. Le bonheur ne passe que s'il a une étiquette claire, même la douleur a besoin d'une raison pour être légitime. Nietzsche jetait ça à la poubelle. La grande blague, c'est que les plus folles victoires de l'humanité ne sont pas venues de tableaux, elles sont venues d'un courage sans bride. Les leaders n'attendent pas un feu vert pour mener, les artistes ne demandent pas la permission de créer, les inventeurs n'ont pas besoin de preuves pour essayer. Le monde a bougé grâce à ceux qui ont fait, pas ceux qui ont expliqué. Le problème, c'est qu'on nous élève à justifier chaque sacré mouvement. Tu veux gagner? Montre que c'est pour le bien supérieur. Tu veux quelque chose? Prouve que tu le mérites. Vouloir ne suffit pas, il faut une petite histoire mignonne. Pour briser cette boucle, il faut lâcher la chasse au sens et puiser la force à l'intérieur. C'est là que l'idée la plus folle de Nietzsche entre en scène, le surhomme. Il imaginait un type d'humain qui envoie balader la morale traditionnelle et forge leurs propres règles, sans demander de bénédiction. Le surhomme n'explique pas, il vit. Il ne court pas après les applaudissements parce qu'il sait que la grandeur n'a pas besoin de public. Il ne plie pas devant les règles des faibles parce qu'il comprend qu'elles sont juste là pour enfermer ceux qui pourraient voler. Pendant que le gars moyen prouve qu'il mérite de respirer, le surhomme prend le monde comme sien sans dire « s'il vous plaît ».
Il n'avale pas les croyances toutes prêtes, il crée les siennes, vit par la pure volonté d'être. C'est l'opposé de notre addiction à la justification. Au lieu de fouiller pour des raisons, il agit. Il ne brûle pas sa vie à prouver quoi que ce soit, il est la preuve. Il n'a pas peur de ce qu'on dira parce que le seul feu vert dont il a besoin est le sien. C'est comme ça qu'on bat la morale du troupeau, lâcher la culpabilité, lâcher le « faut expliquer » et vivre à fond. C'est une idée qui secoue. Depuis tout petit, on nous apprend à demander la permission pour tout. Le mec lambda tremble à l'idée d'avancer sans un OK extérieur, il est construit pour suivre le script, pas pour écrire le sien. Mais le surhomme s'en fiche. Il sait que la vie est aux audacieux qui la prennent. Il ne demande pas ce qui est juste, il demande ce qui est vrai pour lui. C'est partout. Un vrai créateur n'attend pas un pouce levé pour inventer, un leader n'explique pas pourquoi il dirige, un visionnaire n'attend pas que le monde comprenne, il bâtit le sien. Le surhomme, c'est la liberté totale, où la seule loi est de dire « oui » à sa propre existence. Nietzsche voyait ça comme le seul moyen de sortir du marais moral où on est coincé. Dans un monde où tout a besoin d'un tampon, le surhomme dit « je ne joue pas à ce jeu-là ». Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est légitime, il est sa propre légitimité. Il n'est pas bloqué à courir après le sens, il vit sans regret, sans retard. Mais ce chemin n'est pas pour tout le monde. La plupart s'accrochent à la sécurité douillette des règles toutes faites, où il y a toujours une excuse pour se cacher. Le surhomme va à contre-courant, il n'attend pas que le monde lui dise comment être, il décide ce qui est vrai, ce qui vaut, et fonce. C'est saisir la vie par les cornes pour de vrai. Combien de fois as-tu attendu, espérant une raison pour courir après ce que tu veux? Combien de chances t'ont filé entre les doigts parce que tu pensais avoir besoin du « pourquoi » parfait? Nietzsche montre que ce besoin d'expliquer est un poids qui te tire en arrière. Les grands n'attendent pas un signal, ils font le signal arriver. Peut-être qu'il est temps de larguer cette ancre et de faire confiance à tes tripes. Vaincre la raison ne veut pas dire devenir idiot, ça veut dire virer la peur. Le surhomme construit son monde sans s'étouffer dans le doute. Réfléchis, dans quelle mesure vis-tu sous cette pression d'expliquer tout? Que changerait si tu poursuivais ce que tu veux sans devoir une réponse à quiconque? Nietzsche nous défie de briser les chaînes de Socrate et de retrouver cette force brute qu'on a perdue. Tu es partant? Clique sur « S'abonner », active la cloche, et rejoins-nous dans cette quête pour raviver la grandeur que la logique a essayé d'éteindre. C'est à toi, ne réfléchis pas trop. Allons plus loin, cette habitude de justifier n'est pas juste un tic, c'est une entrave qu'on traîne depuis Socrate. On nous a appris à ne pas bouger d'un pouce sans notre pourquoi solide. Chaque sentiment a besoin d'un sceau, chaque action doit passer le test de la logique. Nietzsche y voyait le fond du tonneau. L'homme moderne ne vit pas pour lui, il vit pour trouver un pourquoi qui apaise sa tête. Il n'agit pas parce qu'il veut, il agit parce qu'il s'est vendu une raison. C'est partout. On tourne autour d'un choix 1 million de fois, terrifié de rater un pas. L'intuition, c'est pour les cinglés, et improviser, un risque que personne ne prend. Ça a créé un monde de gens qui doutent, qui ne font pas confiance à leur propre flair sans une théorie pour leur tenir la main. Nietzsche appelait ça de la faiblesse à tue-tête. Un homme qui vaut quelque chose n'a pas besoin d'un « oui » extérieur, il avance, terminé. Il ne prouve pas qu'il a raison parce qu'être lui suffit. Le faible court après des arguments pour se sentir vivant, il ne vit pas par sa propre vapeur, il vit par alibi. Cette logique nous a rendus mous, vacillants, pétrifiés de foirer sans avoir toutes les réponses verrouillées. Mais les meilleurs coups de la vie viennent des tripes, pas du cerveau qui fait des cercles. Ceux qui se sont lancés sans voir le savent, la vie est dans l'instant, pas après avoir tout pigé. Pourtant, le monde d'aujourd'hui exige que chaque pas vienne avec des instructions. Le succès ne compte que s'il est juste, le bonheur ne passe que s'il a une étiquette claire, même la douleur a besoin d'une raison pour être valable. Nietzsche balançait ça à la poubelle. La grande ironie, c'est que les plus grands coups de l'humanité ne sont pas venus de tableaux,
ils sont venus d'un courage sans frein. Les leaders n'attendent pas un signe pour mener, les artistes ne demandent pas la permission de créer, les inventeurs n'ont pas besoin de preuves pour tenter. Le monde a tourné grâce à ceux qui ont fait, pas ceux qui ont expliqué. Le hic, c'est qu'on nous élève à soutenir chaque sacré mouvement. Tu veux gagner? Prouve que c'est noble. Tu veux quelque chose? Montre que tu le mérites. Vouloir ne suffit pas, il faut un joli conte. Pour casser ce cycle, il faut lâcher la chasse au sens et puiser dans la puissance intérieure. C'est là que le surhomme de Nietzsche entre en force. Il rêvait d'une race qui envoie la morale du troupeau au tapis et forge son propre code, sans demander de bénédiction. Le surhomme n'explique pas, il vit. Il ne court pas après les bravos parce qu'il sait que la grandeur n'a pas besoin de fans. Il ne plie pas devant les règles des faibles parce qu'il voit qu'elles sont juste là pour enfermer ceux qui pourraient voler. Pendant que le type moyen prouve qu'il mérite l'air, le surhomme prend le monde comme sien sans un « puis-je ». Il n'achète pas les croyances toutes cuites, il fait les siennes, vit par la pure volonté d'être. C'est l'inverse de notre manie de justification. Au lieu de chercher des raisons, il agit. Il ne gâche pas sa vie à prouver quoi que ce soit, il est la preuve. Il n'est pas secoué par ce qu'on dira parce que le seul feu vert qui compte est le sien. C'est comme ça qu'on bat le vieux jeu moral. Lâcher la culpabilité, lâcher le « faut expliquer » et vivre à bloc. C'est une idée qui remue. Depuis le berceau, on nous apprend à demander la permission pour tout. Le gars moyen tremble à l'idée d'agir sans un OK extérieur, il est câblé pour suivre le manuel, pas pour écrire le sien. Mais le surhomme s'en moque. Il sait que la vie est aux audacieux qui la saisissent. Il ne demande pas ce qui est juste, il demande ce qui est réel pour lui. C'est partout. Un vrai créateur n'attend pas un signe pour inventer, un leader n'explique pas pourquoi il est le chef, un visionnaire n'attend pas que le monde capte, il fait son monde. Le surhomme, c'est la liberté pure, où la seule règle est de hurler « oui » à sa propre existence. Nietzsche voyait ça comme la seule échappée du bourbier moral où on est coincé. Dans un monde où tout a besoin d'un cachet, le surhomme dit « je ne joue pas à ça ». Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est valable, il est sa propre validité. Il n'est pas coincé à courir après le sens, il vit sans remords, sans attendre. Mais ce chemin n'est pas pour les faibles. La plupart s'accrochent à la couverture chaude des règles prêtes, où il y a toujours une excuse pour se planquer. Le surhomme va contre le courant, il n'attend pas que le monde lui dise comment être, il décide ce qui est vrai, ce qui vaut, et fonce tête baissée. C'est saisir la vie par la gorge pour de bon. Combien de fois as-tu attendu, espérant une raison pour aller après ce que tu veux? Combien de chances t'ont glissé parce que tu pensais avoir besoin du « pourquoi » parfait? Nietzsche montre que cette envie d'expliquer est une chaîne qui te retient. Les grands n'attendent pas un signal, ils font arriver le signal. Peut-être qu'il est temps de couper cette corde et de faire confiance à ton instinct. Vaincre la raison ne veut pas dire devenir bête, ça veut dire virer la peur dehors. Le surhomme bâtit son monde sans s'étrangler dans le doute. Pense, dans quelle mesure vis-tu sous cette pression d'expliquer tout? Que changerait si tu poursuivais ce que tu veux sans devoir un mot à personne? Nietzsche nous défie de casser les chaînes de Socrate et de retrouver cette puissance brute qu'on a perdue. Tu es prêt? Clique sur « S'abonner », sonne la cloche, et viens avec nous raviver la grandeur que la logique a essayé d'enterrer. C'est ton choix, ne cogite pas trop. Finissons avec un dernier coup dans l'estomac, jusqu'où es-tu coincé dans cette toile de justification? Combien de fois as-tu reculé parce que tu n'avais pas toutes les réponses? Nietzsche nous pousse à vivre grand ouvert, sans peur de tomber, sans attendre à laisser passer. Le surhomme n'est pas juste un concept, c'est un réveil. Un coup de coude pour lâcher le script et écrire le tien. Les géants de l'histoire n'ont pas gagné en expliquant, ils ont gagné en faisant. Alors, tu restes dans les gradins ou tu montes sur scène. La vie n'attend pas la raison parfaite, elle roule maintenant. Si cette vidéo t'a secoué, mets un pouce bleu, laisse un commentaire avec ton avis, et partage-la avec tes potes. Abonne-toi et active la cloche pour la suite.
C'est à toi, mais ne laisse pas le doute te retenir. Reprenons ce feu que la logique a essayé d'éteindre, ensemble.